Le contexte, c'est que on sait toujours pas en fait si contrôler le diabète sur un court terme, ça diminue les événements cardiovasculaires. On le sait un peu sur le long terme, mais sur le court terme, c'est pas prouvé. Il y a même eu une étude qui a montré que quand vous traitez de manière intensive le diabète chez des patients, en particulier coronariens, vous risquez de faire des dégâts avec des hypoglycémies sévères, c'est l'étude ACCORD, et donc d'augmenter la mortalité cardiovasculaire. Il y a eu aussi l'alerte sur la rosiglitazone, dont on a pensé qu'elle pouvait augmenter le risque d'infarctus du myocarde, et donc elle a été retirée du marché. Et du coup, dans tout ce contexte-là, vous savez que les nouveaux traitements antidiabétiques, avant d'être mis sur le marché, doivent dorénavant prouver leur efficacité, en tout cas leur sécurité sur le plan cardiovasculaire par rapport au traitement conventionnel. Donc tous les nouveaux antidiabétiques doivent y passer. Alors il y a 2 nouvelles classes. Les inhibiteurs des PP4 ont déjà subi cette épreuve, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Il y a la classe des glyphosines. Vous savez que les glyphosines, c'est le médicament qui diminue quand le glucose est filtré au niveau glomérulaire et il est réabsorbé au niveau des tubules proximaux par les SGLT2. Et si vous inhibez cette réabsorption, vous entraînez une glycosurie chez un patient qui aurait 1,5 g de glycémie moyenne. Ces médicaments entraînent une glycosurie de 135 grammes par jour, donc diminuent le niveau de glycémie. Et ça permet aussi de perdre un peu de poids puisque vous perdez à peu près 400 calories par jour avec ces molécules. D'un point de vue métabolique, comment on se les représente, nous, diabétologues, et pas sur le plan cardiovasculaire, pour nous, ça, c'est des médicaments intéressants parce qu'ils ne donneraient pas d'hypoglycémie. La baisse d'HbA1c n'est pas spectaculaire, elle est entre 0,5 à 1 point, et puis ils permettent de perdre un peu de poids, mais il y a vite un plateau qui est atteint, donc on peut perdre 1 à 2 kg avec les glyphosines. Donc on leur a demandé de vérifier leur sécurité sur le plan cardiovasculaire. Il y a eu une grande étude qui est sortie avec l'empagliflozine, qui s'appelle EMPA-REG, et qui a montré... Alors en fait, on n'arrive pas à lire d'ici, je ne sais pas... Enfin bon, l'efficacité, en tout cas sur le critère composite pour l'empagliflozine, mais j'arrive plus à dire le chiffre de baisse du risque. Et en dessous, vous avez donc l'empagliflozine, ça fait grand bruit parce qu'il y avait une efficacité sur le critère composite et une efficacité démontrée sur la mortalité toute cause. La canagliflozine, elle vient de publier son étude et de communiquer là cet été. Et il y a un effet significatif sur le critère composite, mais pas sur la mortalité cardiovasculaire. Alors l'explication qu'on pourrait donner, c'est qu'ils n'avaient pas inclus le même type de malades. Les malades étaient tous en prévention secondaire dans EMPA-REG, avec 4,4% d'événements par an dans le groupe placebo. Ils étaient moins graves dans l'étude de canagliflozine, avec 3% d'événements par an. Donc on peut expliquer peut-être comme ça le fait qu'il y ait eu, ils n'ont pas réussi à tirer la significativité sur le plan des décès cardiovasculaires. Sur le plan des facteurs de risque, on les a quand même regardés, mais en fait, ce n'était pas le thème de mon topo, on pourra en parler après. Si je reviens sur la diapo précédente, parce que je ne sais pas si ça a été abordé dans ces discussions ici, c'est un effet extrêmement précoce. Vous avez vu l'effet sur les événements et sur la mortalité. Donc, on ne s'attend pas vraiment à un effet lié au contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. Mais on les a quand même regardés pour essayer de comprendre un peu. Dans EMPA-REG, l'HbA1c baissait moins que dans CANVAS. Les patients perdaient quand même un peu plus de poids, mais ça n'explique pas une diminution des événements cardiovasculaires. Et sur le plan tensionnel, c'est des molécules qui sont bénéfiques sur la systolique et la diastolique, mais c'était comparable dans les 2 études. Et puis, ça fait un peu monter le LDL, mais ça fait monter aussi le HDL, et c'était à peu près la même chose dans les 2 études. Donc, on n'a pas vraiment complètement d'explication sur l'effet moins spectaculaire de la canagliflozine. En fait, les glyphosines, ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'elles passent essentiellement par un effet sur l'insuffisance cardiaque. Et dans les 2 études, il y a un effet significatif pour diminuer les hospitalisations liées à l'insuffisance cardiaque. À nouveau, un effet un peu plus important de l'empagliflozine, mais avec des malades plus graves. Vous voyez le taux d'événement dans le groupe placebo et un effet significatif, mais un peu moins important avec la canagliflozine. L'empagliflozine sort aussi de manière significative, très impressionnante, un effet sur la mortalité toute cause. Donc ça, c'est l'avantage nettement. Et puis il y a quelque chose qui est de très surprenant, qui désavantage totalement la canagliflozine, c'est qu'est apparue une alerte avec une augmentation significative du taux d'amputation dans le groupe sous canagliflozine versus le groupe placebo. Donc qui a été regardé un peu plus en détail. En particulier, on a cherché à savoir si c'est les patients qui avaient déjà eu des amputations mineures et majeures. Il y a eu des amputations de jambes et de cuisses.
Et ça concerne aussi bien les patients sous surrisque, des patients qui avaient déjà eu des amputations, donc des pieds diabétiques à risque, que des patients qui n'avaient jamais eu d'amputation. Le surrisque est le même. Mais dans la mesure où ça baisse la pression artérielle, on pouvait se demander si ce n'était pas chez les artéritiques, parce qu'il y a quand même pas mal d'artéritiques inclus, qu'on augmentait un risque d'amputation. Et en fait, le surrisque est plus important chez les patients qui n'étaient pas artéritiques connus. Donc on ne comprend pas bien l'alerte, mais en tout cas elle est là, ce qui fait que ça plombe un peu quand même les résultats de la canagliflozine par rapport à l'empagliflozine. Les agonistes du GLP-1, juste pour vous rappeler leur effet, ils diminuent l'appétit peut-être au niveau central, ils ralentissent surtout la vidange de l'estomac et c'est comme ça qu'on a moins faim, on a d'ailleurs la nausée, on a un peu envie de vomir avec ces médicaments, donc c'est sûr ça vous coupe l'appétit. C'est très spectaculaire parce que ça freine la production de glucagon et donc c'est très efficace pour freiner la production hépatique de glucose. Et puis ça vous stimule votre sécrétion d'insuline tant que vous êtes en hyperglycémie. Et dès que vous êtes en normoglycémie, ça la stimule plus, donc vous risquez pas de faire des hypoglycémies avec. Donc c'est beaucoup plus efficace que les inhibiteurs de SGLT2. Vous voyez que l'HbA1c en moyenne dans les études, elle baisse habituellement de 1,5. On perd souvent 3 kg voire plus et on ne fait pas d'hypoglycémie. Alors maintenant sur le plan cardiovasculaire, on pensait que c'était très simple. On s'est dit, il n'y a pas d'effet classe. Il semble que les analogues du GLP-1 qui ont une demi-vie très courte, là c'était le lixizénatide en 2015, montrait qu'il n'avait pas d'effet délétère, mais pas d'effet bénéfique sur les événements cardiovasculaires. Et puis le liraglutide en 2016 a communiqué dans l'étude LEADER, et le liraglutide c'est celui qu'on injecte une fois par jour. Là, par contre, il a démontré son efficacité sur le critère composite et sur les décès de toute cause. Et là, ça ressemblait à un effet plutôt sur l'athérome, puisque c'est un effet qui apparaissait au bout d'un an. Donc, on pouvait penser que c'était quand même en diminuant les facteurs de risque, mais ça va probablement bien au-delà de ça. Là, voilà ce que je viens de dire. Et c'est toujours la même chose, là je vois plus. Le liraglutide a aussi montré son efficacité de manière spectaculaire sur les décès de toute cause et nous a complètement rassuré sur le risque d'insuffisance cardiaque. Je ne sais pas si vous en avez sûrement parlé ici, il y avait une étude. Vous savez qu'en fait, in vitro chez l'animal, très souvent, on nous annonce des miracles de toutes ces molécules antidiabétiques. On disait que ça va faire du bien au myocarde sur des modèles animaux. Après, il y avait eu des modèles chez l'homme, mais avec des injections sur des effets très court terme. On disait, oh là là, il y a plein de critères intermédiaires qui ont l'air de dire que ça pourrait être un traitement génial de l'insuffisance cardiaque. Et puis ensuite, il y a eu une alerte sur une étude dans un sous-groupe de patients diabétiques. On a l'impression que ça faisait plus de mal que de bien sur l'insuffisance cardiaque. Donc on était finalement un peu inquiet. Et là, on est complètement rassuré par l'étude LEADER, parce que le liraglutide n'a pas fait de bien du tout, en fait, sur le plan de l'insuffisance cardiaque, mais au moins n'a pas été délétère et ça tire même plutôt dans le bon sens, même si c'est une manière, mais c'est non significatif. Donc on se disait, finalement, les analogues de demi-vie longue, ça a l'air beaucoup mieux que les analogues de demi-vie courte, donc il n'y a pas d'effet classe, mais il y aurait une différence entre ces deux molécules. Et puis arrive le sémaglutide, qui lui est de très longue durée d'action, qui diminue bien le critère composite de manière significative. En fait, son résultat est tiré par un effet sur les AVC uniquement, sur les AVC non fatales, donc on se demande un peu comment ça marche, et n'a pas d'impact par contre sur la mortalité cardiovasculaire, ni sur la mortalité toute cause. Donc là, on se dit, finalement, les longues durées d'action, c'est pas tant ça l'effet, on ne sait pas trop d'où il vient. Et puis, ça se complique encore récemment. Donc voilà, alors là, c'est juste pour comparer l'effet du liraglutide et du sémaglutide sur les facteurs de risque, parce qu'on se dit, c'est peut-être que le liraglutide contrôle mieux les facteurs de risque cardiovasculaires. Et en fait, non. Le liraglutide diminue de 0,4 l'HbA1c. Vous savez que dans ces études, dans le groupe placebo, il fallait contrôler le diabète quand même. Donc c'est placebo, mais en essayant de contrôler au mieux le diabète. Donc dans l'étude LEADER, l'HbA1c baissait de 0,4, alors que dans l'étude avec le sémaglutide, ça baissait davantage l'HbA1c, les patients perdaient davantage de poids, l'effet sur la tension artérielle était un peu meilleur, et l'effet sur le cholestérol aussi, donc c'est pas, alors que l'effet est quand même moins spectaculaire qu'avec le liraglutide, donc on voit bien que l'effet ne passe pas que par le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis là, communication à l'EASD, là en septembre, sur l'exénatide. L'exénatide, c'est le biduréon chez nous, donc c'est une fois par semaine, donc à nouveau une demi-vie longue. Et là, grosse déception.
pour l'exénatide, c'est que ça ne parvient pas à montrer sa supériorité sur les événements cardiovasculaires. Ça touche le 1, mais ça n'est pas significatif, bien que ça tire les événements du bon côté, mais pas de significativité pour l'exénatide. Alors, quelle différence avec le liraglutide ? À nouveau, s'il y aurait une différence, c'est que ils ont inclus des patients aussi graves, mais les patients sous exénatide sont restés moins longtemps dans l'étude sous traitement. Il y aurait 1 an de moins de traitement avec l'exénatide, et on comprendrait que du coup, ils n'arrivent pas à atteindre la significativité parce qu'ils n'ont pas une étude assez longue. Parce qu'en termes de contrôle des différents facteurs de risque, HbA1c, poids, tension, ça s'avérait à peu près comparable. Donc en conclusion, on a l'impression qu'il y a un effet classe possible pour les glyphosines, mais l'empagliflozine l'emporte nettement sur la canagliflozine, qui elle en plus est plombée par l'alerte actuellement sur le risque d'amputation. Et dans la classe des analogues du GLP-1, il ne semble pas qu'il y ait un effet classe là. Ceux qui ont une longue durée d'action ont l'air plus bénéfiques, mais ce n'est pas vrai pour tous. Et finalement, c'est l'iraglutide actuellement qui l'emporte dans sa démonstration sur l'efficacité et la supériorité sur les événements cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause. Merci. Merci Agnès. Oui, on vous écoute. Même si ce n'est pas tout à fait le sujet, sur ce que vous pensez des études, le contrôle strict de la glycémie, notamment l'étude de Ritt Vandenberg, ça dit quelque chose sur le contrôle strict de la glycémie. Sur quel paramètre ? Une pathologie post-opératoire de chirurgie cardiaque. Ah oui, vous êtes passé au thème de la réanimation post-chir, contrôle strict de la glycémie. On en est revenu un peu du contrôle strict de la glycémie. Maintenant, dans les recommandations, on dit qu'il vaut mieux pas viser trop bas. On n'a pas l'impression que ça serve à quelque chose. Donc les recommandations, c'est 1,50. Pas laisser les patients en hyperglycémie, mais ça on le savait depuis longtemps pour le risque infectieux. Mais on en est revenu du contrôle extrêmement stringent de la glycémie. Les recommandations actuelles, il y a des recommandations diabéto-anesthésie qui sont sur le site de la SFAR. Vous pouvez regarder, et c'est 1,50 la recommandation. Mais on est sorti du sujet. On est étonné en France que l'empareil ne soit pas disponible sur le marché, alors qu'il l'est partout en Europe, avec des données comme celles vues dans l'étude, avec une réduction de mortalité. Ouais. Mais parce que c'est la même commission de transparence qui sévit, mais qu'est-ce que c'est la même, je pense. Je pense que la démarche a été faite avant la publication de l'étude. On espérait que, suite à la communication des résultats... alors, est-ce qu'il faut entamer, je ne sais pas comment ça se passe, qu'il faut entamer une deuxième demande avec des nouveaux résultats, mais pour l'instant, on n'a pas de glyphosine en France, alors que ça y est, elles sont commercialisées dans le reste de l'Europe. Ouais. Et on s'attendait à ce que l'EMPA, justement, y ait... Mais est-ce que ça oblige l'industriel à refaire une deuxième demande, une deuxième démarche ? Je ne sais pas. Et on voit des marchés parallèles qui se développent. Bah oui. Il y a des gens vont en Allemagne acheter leurs médicaments. Donc il y a ceux qui pourront se l'acheter en se déplaçant, puis ceux qui ne pourront pas. Ou alors ils vont sur Internet et puis ils ont des... Et il y a un effet spectaculaire sur la néphropathie aussi. Oui. D'autres questions ? Le liraglutide dans le Leaders, moi je trouve que les données sont assez impressionnantes, même si elles sortent un peu... l'effet classe est difficile à défendre. C'est Novo Nordisk, je crois, le liraglutide. C'est le 1 fois par jour. Ouais, c'est ça. Et tu crois qu'ils ont plus de chances d'aboutir, eux, ou ils vont être logés à la même enseigne et on ne les verra pas sur le marché On l'a. On l'a déjà. C'est le 2 fois par jour qu'on a... C'est le 2 fois par jour de Lilly, on l'a, mais du coup, là, on a le... Comment il s'appelle ? C'est pas le billet... C'est Victoza. C'est Victoza. Donc là, en fait, on est tenté de revenir à Victoza, alors qu'on a à notre disposition le Trulicity, qui est 1 fois par semaine. Donc on avait tendance à dire aux gens, prenez-le 1 fois par semaine, parce que vous n'avez plus qu'une piqûre par semaine au lieu d'1 par jour. Mais maintenant que le Victoza a fait cette démonstration, on a envie de revenir au Victoza. Ouais. Trulicity, son étude est encore en cours sur sa safety et peut-être sa supériorité, mais on le saura que dans 2 ans. Donc Victoza, on l'a. Par contre, donc on est assez rassuré. Voilà, mais on n'a pas l'équivalent avec le médicament de Lilly. Non, alors c'est une bonne question. Ils n'ont pas fait, ou alors elle est en cours l'étude. Je crois qu'il y a une étude en cours, mais je crois qu'elle est. On n'a pas le résultat. Et en tout cas, de toute façon, là, comme on a un médicament qui est efficace, supérieur et 1 fois par jour,
Richard ? Oui, finalement, la stratégie maintenant du traitement du diabète, parce que vous avez plein de médicaments et vous commencez parfois toujours par le traitement conventionnel et puis après ces médicaments arrivent derrière, puisqu'en général les études ils étaient déjà traitées, ou alors on peut d'emblée commencer par ces nouveaux médicaments. Non, dans les recommandations internationales, c'est toujours metformine en premier. Parce que pas cher, perte de poids, efficacité cardiovasculaire quand même à peu près démontrée. Parce que quand même les analogues de GLP-1, là, il y en a quand même beaucoup qui les tolèrent pas, c'est très cher, on vomit, voilà. Donc en première ligne, metformine, ça c'est international. En deuxième ligne, les Français sont toujours avec leur sulfamide, mais ça devrait être remis en question, parce que les sulfamides donnent quand même des hypos, font prendre du poids, etc. Donc il y a actuellement une mobilisation pour faire passer les inhibiteurs de DPP4 en deuxième. À l'international, c'est à peu près ça maintenant. Alors qu'en France, on a encore sulfamide en deuxième, ce qu'on fait de moins en moins. Inhibiteur de DPP4 en troisième. Et analogue GLP-1 s'il y a vraiment un problème de surpoids. Voilà. Et en fait, si on avait l'empagliflozine, il détrônerait totalement les inhibiteurs des DPP4 par contre. Parce que du coup, ils sont supérieurs sur le plan cardiovasculaire, pas d'hypo, perte de poids, on les mettrait en deuxième. Ouais. Et on a l'impression que ces nausées avec les analogues de GLP-1, c'est à l'introduction du traitement, puis après ça se tasse un peu, c'est ça? Alors c'est à l'introduction, donc il faut toujours les démarrer à petite dose, mais il y a quand même des intolérants, même dès la petite dose. Il y a à peu près quand même 30% d'intolérants à la petite dose, ils vomissent déjà, ils n'y tiennent pas. Et puis, et s'ils tiennent, après, on monte la dose pour l'efficacité. Mais il faut accepter d'avoir l'appétit coupé. Hein. Il y en a au bout d'un an qui disent quand même, j'aimais bien manger. C'est un peu comme la chirurgie bariatrique. Ouais. Mais bon. Chimique.